Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Stendhal que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de L'amour. Chapitre 24. Chapitre 24, intitulé « Du courage des femmes ». Je me souviens d'avoir rencontré la phrase suivante dans un livre d'histoire. Tous les hommes perdaient la tête, c'est le moment où les femmes prennent sur eux une incontestable supériorité. Leur courage a une réserve qui manque à celui de leur amant. Elles se piquent d'amour-propre à son égard et trouvent tant de plaisir à pouvoir, dans le feu du danger, le disputer de fermeté à l'homme qui les blesse souvent par la fierté de sa protection et de sa force, que l'énergie de cette jouissance les élève au-dessus de la crainte quelconque qui, dans ce moment, fait la faiblesse des hommes. Un homme aussi, s'il recevait un tel secours dans un tel moment, se montrerait supérieur à tout, car la peur n'est jamais dans le danger. Elle est dans nous. Ce n'est pas que je prétende déprécier le courage des femmes, j'en ai vu dans l'occasion de supérieures aux hommes les plus braves. Il faut seulement qu'elles aient un homme à aimer. Comme elles ne sentent plus que par lui, le danger direct et personnel le plus atroce devient pour elles comme une rose à cueillir en sa présence. J'ai trouvé aussi chez des femmes qui n'aimaient pas l'intrépidité la plus froide, la plus étonnante, la plus exempte de nerfs. Il est vrai que je pensais qu'elles ne sont si braves que parce qu'elles ignorent l'ennui des blessures. Quant au courage moral, si supérieur à l'autre, la fermeté d'une femme qui résiste à son amour est seulement la chose la plus admirable qui puisse exister sur la terre. Toutes les autres marques possibles de courage sont des bagatelles auprès d'une chose si fort contre nature et si pénible. Peut-être trouve-t-elle des forces dans cette habitude des sacrifices que la pudeur fait contracter. Un malheur des femmes, c'est que les preuves de ce courage restent toujours secrètes et soient presque indivulgables. Un malheur plus grand, c'est qu'ils soient toujours employés contre leur bonheur. La princesse de Clèves devait ne rien dire à son mari et se donner à Monsieur de Nemours. Peut-être que les femmes sont principalement soutenues par l'orgueil de faire une belle défense et qu'elles s'imaginent que leur amant met de la vanité à les avoir. Idée petite et misérable, un homme passionné qui se jette de gaieté de cœur dans tant de situations ridicules a bien le temps de songer à la vanité. C'est comme les moines qui croient attraper le diable et qui se payent par l'orgueil de leur silice et de leur macération. Je crois que si Madame de Clèves fût arrivée à la vieillesse à cette époque où l'on juge la vie et où les jouissances d'orgueil paraissent dans toute leur misère, elle se fût repentie. Elle aurait voulu avoir vécu comme Madame de Lafayette. Je viens de relire 100 pages de cet essai. J'ai donné une idée bien pauvre du véritable amour. De l'amour qui occupe toute l'âme, la remplit d'images, tantôt les plus heureuses, tantôt désespérantes, mais toujours sublimes, et la rend complètement insensible à tout le reste de ce qui existe. Je ne sais comment exprimer ce que je vois si bien. Je n'ai jamais senti plus péniblement le manque de talent. Comment rendre sensible la simplicité de gestes et de caractère, le profond sérieux, le regard peignant si juste, et avec tant de candeur la nuance du sentiment, et surtout, j'y reviens, cette inexplicable noncurrence pour tout ce qui n'est pas la femme qu'on aime. Un non ou un oui dit par un homme qui aime a une onction que l'on ne trouve point ailleurs, que l'on ne trouvait point chez cet homme en d'autres temps. Ce matin, 3 août, j'ai passé à cheval
sur les 9 heures, devant le joli jardin anglais du marquis Zampieri, placé sur les dernières ondulations de ces collines couronnées de grands arbres contre lesquels Bologne est adossée, et desquels on jouit d'une si belle vue de cette riche et verdoyante Lombardie, le plus beau pays du monde. Dans un bosquet de lauriers du jardin Zampieri qui domine le chemin que je suivais et qui conduit à la cascade du Reno Casalecchio, j'ai vu le comte Delphante. Il rêvait profondément, et quoique nous ayons passé la soirée ensemble jusqu'à 2 heures après minuit, à peine m'a-t-il rendu mon salut. Je suis allée à la cascade, j'ai traversé le Reno. Enfin, 3 heures après au moins, en repassant sous le bosquet du jardin Zampieri, je l'ai vu encore. Il était précisément dans la même position, appuyé contre un grand pin qui s'élève au-dessus du bosquet de lauriers. Je crains qu'on ne trouve ce détail trop simple et ne pouvant rien. Il est venu à moi, la larme à l'œil, me priant de ne pas faire un compte de son immobilité. J'ai été touchée. Je lui ai proposé de rebrousser chemin et d'aller avec lui passer le reste de la journée à la campagne. Au bout de 2 heures, il m'a dit « C'est une belle âme », mais que les pages que l'on vient de lire sont froides auprès de ce qu'il me disait. En second lieu, il se croit non aimé, et ce n'est pas mon avis. On ne peut rien lire sur la belle figure de marbre de la comtesse Guigui, chez laquelle nous avons passé la soirée. Seulement quelquefois une rougeur subite et légère qu'elle ne peut réprimer vient trahir les émotions de cette âme que l'orgueil féminin le plus exalté dispute aux émotions fortes. On voit son cou d'albâtre et ce qu'on aperçoit de ses belles épaules dignes de Canova rougir aussi. Elle trouve bien l'art de soustraire ses yeux noirs et sombres à l'observation des gens dont sa délicatesse de femme redoute la pénétration. Mais j'ai vu cette nuit, à certaines choses que disait Delphante, et qu'elle désapprouvait, une subite rougeur la couvrir tout entière. Cette âme hautaine le trouvait moins digne d'elle. Mais enfin, quand je me tromperais dans mes conjectures sur le bonheur de Delphante à la vanité près, je le crois plus heureux que moi indifférent, qui cependant suit dans une position de bonheur fort bien en apparence et en réalité. Bologne, 3 août 1818. Chapitre 30. C'était donc le chapitre 29 et non 24. Chapitre 30 donc. Spectacle singulier et triste. Les femmes, avec leur orgueil féminin, se vengent des sots sur les gens d'esprit et des âmes prosaïques à argent et à coups de bâton sur les cœurs généreux. Il faut convenir que voilà un beau résultat. Les petites considérations de l'orgueil et des convenances du monde ont fait le malheur de quelques femmes. Et par orgueil, leurs parents les ont placées dans une position abominable. Leur destin leur avait réservé pour consolation bien supérieure à tout leur malheur le bonheur d'aimer et d'être aimées avec passion. Mais voilà qu'un beau jour, elles empruntent à leurs ennemis ce même orgueil insensé dont elles furent les premières victimes, et c'est pour tuer le seul bonheur qui leur reste. C'est pour faire leur propre malheur et le malheur de qui les aime. Une amie qui a eu 10 intrigues connues, et non pas toujours les unes après les autres, leur persuade gravement que si elles aiment, elles seront déshonorées aux yeux du public. Et cependant, ce bon public, qui ne s'élève jamais qu'à des idées basses, leur donne généreusement un amant tous les ans, parce que, dit-il, c'est une règle. Ainsi, l'âme est attristée par ce spectacle bizarre. Une femme tendre et souverainement délicate, un ange de pureté sur la vie d'une catin sans délicatesse, fuit le seul et immense bonheur qui lui reste pour paraître avec une robe d'une éclatante blancheur devant un gros butor de juge qu'on sait aveugle depuis 100 ans et qui crie à tue-tête « Elle est vêtue de noir ». Chapitre 31. Extrait du journal de Salviati. Bologne, 29 avril 1818.
Désespérée du malheur où l'amour me réduit, je maudis mon existence. Je n'ai le cœur à rien. Le temps est sombre, il pleut. Un froid tardif est venu rattrister la nature qui, après un long hiver, s'élançait au printemps. Chiasetti, un colonel en demi-solde, un ami raisonnable et froid, est venu passer 2 heures avec moi. Vous devriez renoncer à l'aimer. Comment faire? Rendez-moi ma passion pour la guerre. Et c'est un grand malheur pour vous de l'avoir connue. J'en conviens presque, tant je me sens abattue et sans courage, tant la mélancolie a aujourd'hui d'empire sur moi. Nous cherchons ensemble quel intérêt a pu porter son amie à me calomnier auprès d'elle. Nous ne trouvons rien que ce vieux proverbe napolitain « Femme qu'amour et jeunesse quittent se pique d'un rien ». Ce qu'il y a de sûr, c'est que cette femme cruelle et enragée contre moi, c'est le mot d'un de mes amis. Ce qu'il y a de sûr, c'est que cette femme cruelle est enragée contre moi. C'est le mot d'un de mes amis. Je puis me venger d'une manière atroce, mais contre sa haine, je n'ai pas le plus petit moyen de défense. Chiasetti me quitte. Je sors par la pluie, ne sachant que devenir. Mon appartement, ce salon que j'ai habité dans les premiers temps de notre connaissance et quand je la voyais tous les soirs, m'est devenu insupportable. Chaque gravure, chaque meuble me reproche le bonheur que j'avais rêvé en leur présence et que j'ai perdu pour toujours. Je cours les rues par une pluie froide. Le hasard, si je puis l'appeler hasard, me fait passer sous ses fenêtres. Il était nuit tombante et je marchais, les yeux pleins de larmes, fixés sur la fenêtre de sa chambre. Tout à coup, le rideau a été un peu entrouvert, comme pour voir sur la place, et s'est refermé à l'instant. Je me suis sentie un mouvement physique près du cœur. Je ne me pouvais me soutenir. Je me réfugie sous le portique de la maison voisine. 1000 sentiments inondent mon âme. Le hasard a pu produire ce mouvement du rideau, mais si c'était sa main qui l'eût entrouvert. Il y a 2 malheurs au monde. Celui de la passion contrariée et celui du dead blank. Avec l'amour, je sens qu'il existe à 2 pas de moi un bonheur immense et au-delà de tous mes vœux qui ne dépend que d'un mot, que d'un sourire. Sans passion comme Chiasetti, les jours tristes, je ne vois nulle part le bonheur. J'arrive à douter qu'il existe pour moi. Je tombe dans le spleen. Il faudrait être sans passion forte et avoir seulement un peu de curiosité ou de vanité. Il est 2 heures du matin. J'ai vu le petit mouvement du rideau à 6 heures. J'ai fait 10 visites. Je suis allée au spectacle. Mais partout silencieux et rêveur, j'ai passé la soirée à examiner cette question. Après tant de colère et si peu fondée, car enfin voulais-je l'offenser? Et quelle est la chose au monde que l'intention n'excuse pas? A-t-elle senti un moment d'amour? Le pauvre Salviati, qui a écrit ce qui précède sur son Pétrarque, mourut quelque temps après. Il était notre ami intime à Chiasetti et à moi. Nous connaissions toutes ses pensées et c'est de lui que je tiens toute la partie lugubre de cet essai. C'était l'imprudence incarnée. Du reste, la femme pour laquelle il a fait tant de folie est l'être le plus intéressant que j'ai rencontré. Chiasetti me disait... Mais croyez-vous que cette passion malheureuse ait été sans avantage pour Salviati? Bon, d'abord, il éprouva le malheur d'argent le plus piquant qui se puisse imaginer. Ce malheur qui le réduisit à une fortune très médiocre, après une jeunesse brillante, et qui l'eût outré de colère dans toute autre circonstance, il ne s'en souvenait pas une fois tous les 15 jours. Ensuite, ce qui est bien autrement important pour une tête de cette portée, cette passion est le premier véritable cours de logique qu'il ait jamais fait. Cela paraîtra singulier chez un homme qui a été à la cour, mais cela s'explique par son extrême courage. Par exemple, il passa sans sourciller la journée du temps, qui le jetait dans le néant. Il s'étonnait là, comme en Russie, de ne rien sentir d'extraordinaire.
Il est de fait qu'il n'a jamais rien craint au point d'y penser 2 jours. Au lieu de cette insouciance, depuis 2 ans, il cherchait à chaque minute à avoir du courage. Jusque-là, il n'avait pas vu de danger. Quand par suite de ses imprudences et de sa confiance dans les bonnes interprétations, il se fut fait condamner à ne voir la femme qu'il aimait que 2 fois par mois, nous l'avons vu ivre de joie passer les nuits à lui parler parce qu'il en avait été reçu avec cette candeur noble qu'il adorait en elle. Il tenait que Madame Untel et lui avaient 2 âmes hors pair et qui devaient s'entendre d'un regard. Il ne pouvait comprendre qu'elle accordât la moindre attention aux petites interprétations bourgeoises qui pouvaient le faire criminel. Le résultat de cette belle confiance dans une femme entourée de ses ennemis fut de se faire fermer sa porte. « Avec Madame Untel, lui disais-je, vous oubliez vos maximes et qu'il ne faut croire à la grandeur d'âme qu'à la dernière extrémité. » « Mais croyez-vous, répondait-il, qu'il y ait au monde un autre cœur qui convienne mieux au sien ? Il est vrai, je paye cette manière d'être passionné qui me faisait voir Léonore en colère dans la ligne d'horizon des rochers de Poligny, par le malheur de toutes mes entreprises dans la vie réelle, malheur qui provient du manque de patiente industrie et d'imprudence produite par la force de l'impression du moment. On voit la nuance de folie. Pour Salviati, la vie était divisée en périodes de 15 jours qui prenaient la couleur de la dernière entrevue qu'on lui avait accordée. Mais je remarquais plusieurs fois que le bonheur qu'il devait à un accueil qui lui semblait moins froid était bien inférieur en intensité au malheur que lui donnait une réception sévère. Madame Untel manquait quelquefois de franchise avec lui, oui. Voilà les 2 seules objections que je n'ai jamais osé lui faire. Outre ce que sa douleur avait de plus intime et dont il eut la délicatesse de ne jamais parler même à ses amis les plus chers et les plus exempts d'envie, il voyait dans une réception sévère de Léonore le triomphe des âmes prosaïques et intrigantes sur les âmes franches et généreuses. Alors il désespérait de la vertu et surtout de la gloire. Il ne se permettait de parler à ses amis que de ces idées tristes, à la vérité auquel le conduisait sa passion, mais qui, d'ailleurs, pouvait avoir quelque intérêt aux yeux de la philosophie. J'étais curieux d'observer cette âme bizarre. Ordinairement, l'amour-passion se rencontre chez des gens un peu niais à l'allemande. Salviati, au contraire, était au nombre des hommes les plus fermes et les plus spirituels que j'ai connus. J'ai cru voir qu'après ces visites sévères, il n'était tranquille que quand il s'était justifié les rigueurs de Léonore. Tant qu'il trouvait qu'elle pouvait avoir eu tort de le maltraiter, il était malheureux. Je n'aurais jamais cru l'amour si exempt de vanité. Il nous faisait sans cesse l'éloge de l'amour. Si un pouvoir surnaturel me disait « Brisez le verre de cette montre et Léonore sera pour vous ce qu'elle était il y a 3 ans, une amie indifférente », en vérité, je crois que dans aucun moment de ma vie, je n'aurais le courage de le briser. Je le voyais si fou en faisant ce raisonnement que je n'eus jamais le courage de lui présenter les objections précédentes. Il ajoutait, comme la réformation de Luther à la fin du Moyen-Âge, ébranlant la société jusque dans ses fondements, renouvela et reconstitua le monde sur des bases raisonnables. Ainsi, un caractère généreux et renouvelé est retrempé par l'amour. Ce n'est qu'alors qu'il dépouille tous les enfantillages de sa vie. Sans cette révolution, il eût toujours eu je ne sais quoi d'empesté et de théâtral. Ce n'est que depuis que j'aime que j'ai appris à avoir de la grandeur dans le caractère, tant notre éducation d'école militaire est ridicule. Quoique, me conduisant bien, j'étais un enfant à la cour de Napoléon et à Moscou. Je faisais mon devoir, mais j'ignorais cette simplicité héroïque, fruit d'un sacrifice entier et de bonne foi. Il n'y a qu'1 an, par exemple, que mon cœur comprend la simplicité des Romains de Tite-Live. Autrefois, je les trouvais froids comparés à nos brillants colonels.
Ce qu'ils faisaient pour leur Rome, je le trouve dans mon cœur pour Léonore. Si j'avais le bonheur de pouvoir faire quelque chose pour elle, mon premier désir serait de le cacher. La conduite des Régulus, des Decius, était une grande chose convenue d'avance et qui n'avait pas le droit de les surprendre. J'étais petit avant d'aimer, précisément parce que j'étais tentée quelquefois de me trouver grand. Il y avait un certain effort que je sentais et dont je m'applaudissais. Et du côté des affections, que ne doit-on pas à l'amour? Après les hasards de la première jeunesse, le cœur se ferme à la sympathie. La mort ou l'absence éloigne-t-elle des compagnons de l'enfance? L'on est réduit à passer la vie avec de froids associés, la demi-aune de la main, toujours calculant des idées d'intérêt ou de vanité. Peu à peu, toute la partie tendre et généreuse de l'âme devient stérile, faute de culture. Et à moins de 30 ans, l'homme se trouve pétrifié à toutes les sensations douces et tendres. Au milieu de ce désert aride, l'amour fait jaillir une source de sentiments plus abondante et plus fraîche même que celle de la première jeunesse. Il y avait alors une espérance vague, folle et sans cesse distraite, jamais de dévouement pour rien, jamais de désir constant et profond. L'âme, toujours légère, avait soif de nouveauté et négligeait aujourd'hui ce qu'elle adorait hier. Et rien n'est plus recueilli, plus mystérieux, plus éternellement un dans son objet que la cristallisation de l'amour. Alors les seules choses agréables avaient droit de plaire, et de plaire un instant. Maintenant, tout ce qui a rapport à ce qu'on aime, et même les objets les plus indifférents, touchent profondément. Arrivant dans une grande ville, à 100 milles de celle qu'habite Léonore, je me suis trouvée tout timide et tremblant. À chaque détour de rue, je frémissais de rencontrer Madame Alvisa, l'amie intime de Madame Untel et amie que je ne connais pas. Tout a pris pour moi une teinte mystérieuse et sacrée. Mon cœur palpitait en parlant à un vieux savant. Je ne pouvais sans rougir entendre nommer la porte près de laquelle habite l'ami de Léonore. Même les rigueurs de la femme qu'on aime ont des grâces infinies et que l'on ne trouve pas dans les moments les plus flatteurs auprès des autres femmes. C'est ainsi que les grandes ombres des tableaux du Corrège, loin d'être comme chez les autres peintres, des passages peu agréables, mais nécessaires à faire valoir les clairs et à donner du relief aux figures, ont par elles-mêmes des grâces charmantes et qui jettent dans une douce rêverie. Oui, la moitié et la plus belle moitié de la vie est cachée à l'homme qui n'a pas aimé avec passion. Salviati avait besoin de toute la force de sa dialectique pour tenir tête au sage Chiacetti, qui lui disait toujours « Voulez-vous être heureux? Contentez-vous d'une vie exempte de peine et chaque jour d'une petite quantité de bonheur. Défendez-vous de la loterie des grandes passions. » « Donnez-moi donc votre curiosité, » répondait Salviati. Je crois qu'il y avait bien des jours où il aurait voulu pouvoir suivre les avis de notre sage colonel. Il luttait un peu. Il croyait réussir. Mais ce parti était absolument au-dessus de ses forces et cependant, quelle force n'avait pas cette âme? Un chapeau de satin blanc, ressemblant un peu à celui de Madame Untel, qu'il voyait de loin dans la rue arrêter le battement de son cœur et le forcer à s'appuyer contre le mur. Même dans ses plus tristes moments, le bonheur de la rencontrer lui donnait toujours quelques heures d'ivresse au-dessus de l'influence de tous les malheurs et de tous les raisonnements. Du reste, il est de fait qu'à sa mort, après 2 ans de cette passion généreuse,
et sans borne, son caractère avait contracté plusieurs nobles attitudes et qu'à cet égard du moins, il se jugeait correctement. S'il eût vécu et que les circonstances l'eussent un peu servi, il eût fait parler de lui. Peut-être aussi qu'à force de simplicité, son mérite eût passé invisible sur cette terre. Et c'est ainsi que se conclut ce chapitre numéro 30 sur un poème de Dante, en italien mais traduit. Pauvre malheureux, combien de doux pensées et quel désir constant le conduisirent à sa dernière heure. Sa figure était belle et douce, sa chevelure blonde. Seulement, une noble cicatrice venait couper un de ses sourcils. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!